Au dernier étage de cet appartement parisien, une soirée un peu spéciale se prépare. Champagne! Ce vendredi, Augustin a invité ses potes. Tous sont de jeunes cadres dynamiques, ils sortent à peine du boulot et sont bien décidés à faire la fête. Mais pas question de danser, la Java, ils vont la faire tous assis autour d'une table basse. Et ce qui va mettre le feu ce soir, c'est un petit truc qu'Augustin conserve soigneusement dans son bureau. Ça, la star de la soirée? La star, c'est lui. Hein, un petit sac violet avec un nom bizarre. attention, le time's up. Le Time's Up, c'est un jeu de société. Pour jouer, juste un sablier et des cartes, au dos desquelles il y a des noms de personnages célèbres, comme l'acteur Sylvester Stallone, la star de tennis Venus Williams ou l'étalon Rocco Siffredi. Donc Alban, t'es avec, comment t'appelles tu? Et la règle est très simple. Il faut faire découvrir à ses coéquipiers les célébrités inscrites au dos des cartes avec des indices. Et tout ça en moins de 20 secondes. 1, 2, 3. Et la première carte à faire découvrir, Non mais attends, je passe. c'est Nagui. Ah, d'en dessous, on a dit en dessous. Ok, il présente Taratata. Mais pourquoi tu me regardes? Mais visiblement, ce joueur ne regarde pas beaucoup la télé. C'est pourtant facile. Un fauteuil en moins ou un truc comme ça là. Le temps est écoulé, c'est perdu. Au tour de l'équipe suivante. Et c'est Augustin qui prend la main. Toi, t'as un gros? Il doit faire découvrir l'humoriste Jean-Yves Lafesse. Pochetron. Ici, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et voilà, c'est ça. C'est un mec qui fait des blagues et La fesse. Ton prénom? Jean-Pierre et Jean-Luc, la fesse. Ça commence par pareil. Ses coéquipiers ont trouvé le nom, manque le prénom. Jusqu'ici, ces jeunes adultes n'étaient pas du tout des joueurs. Ils trouvaient même les jeux de société un peu ringards. Mais depuis qu'ils ont découvert ce nouveau jeu, il y a un an, apparemment leur avis a bien changé. On n'est pas obligé de se conformer à Monopoly, on est hyper sérieux. Là, on rigole, on est entre nous, ça permet de décompresser, comme il l'a dit, en semaine ou ailleurs. Et voilà quoi. Gargamel, Titeuf! Une telle hystérie autour d'un jeu de société, on pourrait croire à un phénomène isolé. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. On les pensait anéantis par l'explosion des jeux vidéo. Et voilà qu'ils réapparaissent. À l'heure de l'apéro, au bord de l'eau, et même en plein concert. En France, depuis quelques années, les jeux de société n'ont jamais eu autant de succès. Les stars s'appellent Time's Up, Uno, Jungle Speed ou les loups-garous de Tire-ce-lieu. Ils tiennent dans une boîte une peau de banane ou une ogive. Depuis quelques années, ils déferlent sur le marché. 700 nouveaux jeux l'an dernier, c'est 30 fois plus qu'il y a 20 ans. Alors, qui se cache derrière ces jeux d'un nouveau genre? Comment les poids lourds du secteur contre-attaquent-ils? Plongés dans un univers où, pour remporter la mise, tous les coups sont permis. Un jeu qui va cartonner dans le grand public, ça part souvent d'une idée très simple. Et si vous pensez que ceux qui les inventent se trouvent dans des laboratoires de recherche, vous avez tout faux. C'est plutôt à côté de chez vous qu'on peut les rencontrer. À 1 heure de Toulouse, la petite école d'Aurignac. Loïc Lamy est instituteur et ce jour-là, il est très pressé de rentrer chez lui. On est mercredi, midi, donc j'ai fini la journée et je range tout avant de partir chez moi. Chez lui, ce ne sont pas sa femme. Bonjour! Et ses 2 bébés qu'il a hâte de retrouver. Coucou Gaël. Mais c'est plutôt ce qu'il conserve précieusement à l'étage, dans son bureau, une montagne de jeux de société. Il en a plus de 200. Là, c'est du gros jeu de gestion pour fanatiques de jeu. Après, Il y en a pour tous les goûts, pour tous les par âges, exemple, ça, c'est un petit jeu du style Mikado qui est beaucoup plus léger. et même là, pour les La enfants. Guerre des moutons, voilà, qui est un jeu dont je suis très grand fan. 30 ans que ce jeune prof s'amuse, et à force de jouer avec les règles des autres, il s'est mis en tête d'inventer les siennes et de créer son propre jeu. Depuis 3 ans, c'est même devenu une obsession. Au départ, comme tous les créateurs, il a tâtonné. Ce jeu, par exemple, était un peu compliqué.
Même sa femme ne l'a pas vraiment compris. Voilà, comme ça. Donc là, c'est un plateau qui représente la mer du Nord, enfin la mer Baltique par exemple. Mais aujourd'hui, après plusieurs tentatives, Loïc est persuadé d'avoir trouvé le jeu, celui qui va changer sa vie et lui rapporter beaucoup d'argent. Cet après-midi, il met la dernière main à son prototype. Des cartes en couleur avec des chats qu'il colle et découpe minutieusement. Si le jeune homme est persuadé que ça va marcher, c'est que son idée de départ est très simple. Et il n'est pas allé la chercher très loin. Il s'est inspiré d'un jeu auquel tout le monde a joué au moins une fois dans son enfance, les chaises musicales. Et il a adapté le jeu, connu de tous, à sa patte. Alors là, par exemple, je vais faire une simulation à 6 joueurs. Donc il faut imaginer qu'autour de la table, il y ait 5 chaises. Puisqu'on est 6 et que c'est un concept de chaise musicale. Donc les chaises musicales, il y a toujours une chaise de moins que 2 joueurs. Donc 5 chaises, chaque chaise représente un territoire. Et les chats que nous sommes voulons conquérir 2 territoires. Et pour conquérir un territoire devant la chaise où il s'assoit, chaque joueur a en main des cartes d'une même couleur, mais avec des mentions différentes. Crash, griffe ou frotte. Et le but du jeu, c'est ça. Poser 3 cartes différentes au même endroit. Ça permet de posséder cette grosse carte, le territoire. Et comment je fais pour gagner le territoire? C'est chaise musicale, donc on tourne autour de la table, je suis marron, il y a un meneur qui est déterminé, et là le meneur il crie « frotte ». Donc moi je m'assois, tout le monde s'assoit en même temps, on s'est un peu bousculé peut-être, et comme il a dit « frotte », je mets ma carte « frotte » ici. Mais pas facile de poser ces cartes au même endroit. Pour y arriver, il faut être très vigilant. Donc il faut que j'ai les yeux sur les autres en même temps, que je me dise... parce que si je suis là, que je veux venir là, que quelqu'un s'y met avant moi, je risque de ne rien avoir et de me faire avoir. Donc il y a un petit côté regarder les autres, choisir sa place, alors ça apporte un petit plus. Cela fait 6 mois que Loïc teste et reteste son jeu dans son salon. Griffe. Alors vite, je m'assois là. Je mets ma carte griffe. Aujourd'hui, il est fin prêt. Donc j'ai fait ça. Hop. Mais pour toucher le grand public et être vendu en magasin, il y a d'abord une étape cruciale à franchir. Convaincre les fabricants de jeux. Et pour ça, il y a un rendez-vous à ne surtout pas rater. Ce jour-là, à Toulouse, au parc des expositions, une faune étrange a envahi les lieux. Des combats de chevaliers et à l'intérieur, des joutes moins violentes. À table ou assis par terre, à perte de vue, des joueurs. Ici, c'est un peu le festival de Cannes du jeu de société. Tous les plus grands éditeurs sont là. Il y a même leurs auteurs stars qui dédicacent leurs œuvres. Et puis, il y a Loïc, notre jeune inventeur. Tu viens d'arriver? Ouais. Bien décidé à décrocher un contrat auprès d'un fabricant. Et justement, à quelques tables de là, il y en a un qui pourrait bien changer sa vie. C'est cet homme très concentré, Mathieu Despnous, un éditeur venu tout spécialement de Paris voir les nouvelles créations. Ce paquet pour le déprimer. D'accord, d'accord. Bah, super, merci beaucoup. En tout cas. Et il a une idée très précise de ce qu'il est venu chercher ici. On aime beaucoup les jeux crétins en fait. C'est-à-dire on a une gamme qui est un peu classée en 3 catégories. C'est-à-dire on a du crétin en fait. C'est-à-dire du jeu vraiment qui assume son statut de crétin et ça marche très bien. C'est ce qui marche le mieux dans la gamme. On a aussi des jeux crétins malins en fait. Donc là c'est sous les abords crétins, il y a un petit côté malin et on a du malin. Et aujourd'hui en fait ce qui marche bien c'est le crétin. Des jeux crétins, ce sont en fait des jeux simples à comprendre. C'est exactement ce qu'a conçu Loïc. Et c'est pour ça qu'il a contacté cet éditeur il y a quelques semaines. Ce jour-là, il va avoir quelques minutes pour présenter son jeu et pour montrer à Mathieu Despnous que son invention peut plaire à tout le monde. Loïc a une astuce. Si tu veux, oui, très bien. Utiliser des cobayes, mais pas n'importe lesquels. Bonjour. Vous voulez essayer un petit jeu de chaise musicale? Il a repéré sur le salon cette maman et ses 2 enfants, la clientèle rêvée de tout éditeur de jeux de société. Et il va leur proposer une petite partie. Sur les chaises libres. En quelques mots, Loïc leur explique la règle du jeu. Alors, le principe, nous sommes des chats qui allons essayer de conquérir des territoires. Et immédiatement, l'éditeur vérifie un point essentiel, que le jeu soit accessible à tous, même aux plus jeunes.
crotte. Est-ce que vous savez tous lire déjà? Et griffe. Non, mais ça marche sans lire. Ah ok, parfait. Il faut juste que tu retiennes les 3 dessins. Crash. Bon point pour Loïc. Pas besoin de savoir lire pour s'amuser. Autour de la table, enfants et adultes ont compris les règles sans difficulté. Et très vite, chacun se prend au jeu. Même l'éditeur, qui, pour gagner, n'hésite pas à jouer des coudes avec madame. Assieds-toi. Désolé, hein. Pas très galant. D'accord. La partie a duré 10 minutes et le petit jeu de Loïc a apparemment séduit son jury improvisé. Je crois que j'ai gagné. Ouais, là, on te le prend pas, là. Ouais. Et alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est bien. Vous seriez prête à l'acheter? Oui. On va l'acheter. Il n'est pas sorti. Il n'est pas encore sorti, le monsieur Il est pas- teste. Ouais, il n'est pas encore sorti. Il sortira peut-être un jour, mais pour l'instant, il n'est pas sorti. Apparemment, c'est bien parti pour Loïc. Mais pour signer un contrat, avoir une bonne idée, ça ne suffit pas. Avant de pouvoir gagner de l'argent avec son jeu, il faut franchir d'autres étapes. Et chez certains éditeurs, le tri entre les projets est impitoyable. Un grand bunker pas très rigolo dans la banlieue parisienne. C'est pourtant le siège d'Asmodée, le nouveau roi français du jeu de société. L'un des barons ici, c'est Geoffrey. Avec son look patibulaire, il ferait presque peur. Salut Virginie. Pourtant, c'est l'homme le plus courtois du monde. Ça va Fatima? Salut toi. De la standardiste à la comptable, tous les matins, chacun a droit à son petit bonjour. Ambiance décontractée. Ici, pas de costard-cravate. Pourtant, nous sommes au cœur d'une machine à fabriquer des best-sellers. Le fameux Time's Up, c'est eux, 300 000 ventes par an. Mais il y a aussi le Jungle Speed, 2 millions d'exemplaires écoulés, leur plus gros coup. C'était il y a 10 ans. Ils étaient alors les premiers à parier sur ces jeux d'un nouveau genre. Au départ, une poignée dans l'entreprise. Aujourd'hui, ils sont une 50aine à faire tourner la boîte. Et l'un des plus anciens, c'est Geoffrey. Il a le poste clé. Repérer les projets de jeux qui vont marcher. Touchdown. Et pour y arriver, ça commence toujours de la même manière. Tous les matins, il épluche son courrier. Là, c'est les propositions en cours d'analyse. Des propositions de nouveaux jeux, il en reçoit une dizaine tous les jours. Et pour faire le tri entre tous ces projets, il a une méthode très simple. Geoffrey ne retient que les propositions bien présentées, et surtout qui sont accompagnées d'une règle qu'il peut comprendre dès la première lecture. Comme ce projet où l'auteur a fait des photos de son jeu pour bien expliquer la règle. Enfin, sa présentation, elle est extrêmement claire. On peut lui dire, envoie-nous ton proto. Le lendemain de la réception, je peux faire jouer 5 personnes pour voir si ça fonctionne. Quoi. Ton prototype. Hein. Voilà, le prototype, ouais. À ce stade, des prototypes de jeux, Geoffrey n'en retient que 5 ou 6 par mois. C'est très peu. Pourtant, la sélection n'est pas encore terminée. Sur son étagère, les derniers projets retenus. Et notamment ce petit jeu. Des dés de couleur avec des lettres et des jetons qui ressemblent à des petits caramels. Là, typiquement, ça c'est un petit jeu de lettres où il s'agit de trouver des mots. Mais pas n'importe quel mot. Soit des personnalités, des objets, des prénoms. En tout, 6 thèmes différents avec un numéro en face. Et c'est ce dé qui annonce la catégorie choisie. Donc là, en l'occurrence, 5, c'est comestible. Mais il y a une difficulté supplémentaire. Ce dé multicolore, c'est lui qui décide de la première lettre du mot. Si par exemple, la face verte a été tirée, le mot devra impérativement commencer par un S. Le premier joueur, celui qui va parler le plus vite, il va dire salade par exemple. Donc il a que 2 lettres. Il va choper 2 points. Et le deuxième, il va trouver salami, donc il aura 3 lettres. Et ça va lui permettre, lui, de prendre 3 points. Donc plus tu intègres de lettres, plus tu vas marquer 2 points. Par contre, à un moment, il faut se presser, parce que je te dis, si tu joues, selon le nombre de joueurs auxquels tu joues, mais si tu joues à 6, les 2 derniers ne marquent pas de points. Le jeu est simple, facile à jouer, et il plaît à Geoffrey. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour l'éditer. Il reste encore à convaincre les experts de la boîte, et ça tombe bien ici, des experts en jeu, il y en a partout. Bon, je vais avoir besoin de joueurs. Il suffit juste Phase de test. de les débaucher. Tu bosses pas? On a besoin de tester. C'est blanc, les trucs.
Et ce test commence comme toujours par une petite partie. Qui commence par un I. Igor Greshka Bogdanov. Icar, super, j'ai une lettre. Igor Bogdanov, 3 lettres. Igor. A priori, ça marche bien. Personnalité. Igor Pushkin. Ignace de Loyola. Le jeu fait rigoler tout le monde. Mais surtout, il y a un petit détail qui n'a échappé à personne. Il ne va pas coûter cher à fabriquer. Normalement, là, au stade où il en est là, il a 90% de chances d'être édité. Il faudrait qu'on ait un problème de fab, de trucs de production, mais il n'y a rien, tu vois, il y a des dés. C'est peut-être le truc qui va coûter le plus cher parce qu'il va falloir faire graver les dés avec chaque lettre, etc. Et puis après, trouver des trucs pour faire les points. Mais le matos, c'est pas délirant, donc oui, là, le jeu il va fonctionner, quoi. Et voici à combien va leur revenir ce jeu. Entre la fabrication des dés, des pions et de leur emballage, une boîte ou un petit sac, il faut compter un peu moins de 3 €, auxquels il faut ajouter les frais de fonctionnement de la société, 2,50 €, et la rémunération de l'inventeur, 50 centimes. Au total, chaque exemplaire devrait leur coûter 6 € à produire. Il sera vendu plus du double en magasin, soit près de 15 €. Au final, l'entreprise de Geoffrey empochera 1,50 € par boîte vendue. En 13 ans, Asmodée a lancé une cinquantaine de jeux et son chiffre d'affaires a fait un bond phénoménal. Il est passé de 500 000 € à 50 millions aujourd'hui. Désormais, dans les rayons des magasins, les nouveaux petits jeux gagnent sans cesse du terrain sur les poids lourds du marché, comme le Cluedo, le Scrabble ou le Milborn. Alors, face à cette offensive, les géants historiques ont décidé de riposter. Et c'est de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, que se prépare la riposte. À 2 heures de New York, Springfield. Une petite ville industrielle qui abrite 2 fleurons de l'industrie américaine. La célèbre marque d'armes à feu Smith & Wesson et dans un registre plus pacifique, Hasbro, le leader mondial du jeu de société. Derrière ces murs, c'est un peu Fort Knox en miniature. Partout, des montagnes de billets, roses, oranges, gris, des billets que des générations de joueurs connaissent. Ce sont ceux du Monopoly, le jeu le plus vendu de l'histoire, 70 ans d'existence, 280 millions de boîtes écoulées, la fierté de Miss Van Taffel, la porte-parole du groupe. Ça, c'est le résultat final. Hasbro a beaucoup d'argent, vous devez être riche. Ce serait bien si c'était vrai. Ce qui est vrai en tout cas, c'est que des jeux comme le Monopoly ont fait la fortune de cette multinationale. 6 000 salariés, 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires, et dans leur catalogue, quelques-uns des jeux les plus célèbres du monde. Le Trivial Pursuit, le Scrabble et le Dr Maboul. Mais aujourd'hui, toute cette belle mécanique ne suffit plus pour conquérir de nouveaux clients dans le monde. Car il y a un problème. Ces jeux célèbres, la plupart d'entre nous les avons déjà dans nos placards. Alors pour relancer leur vente, le géant américain a trouvé une nouvelle arme. Et pour la découvrir, il faut suivre Steve Baker dans les laboratoires du mastodonte américain. À 45 ans, il règne sur 70 ingénieurs et graphistes. Son boulot, bien sûr, comme chez tout éditeur, c'est de chercher de nouveaux concepts. Mais chez Hasbro, ces hommes ont une autre mission qui occupe une grande partie de leur temps. Redonner des couleurs à ces vieux jeux qui ont tendance à prendre un peu la poussière. Tiens, c'est une figurine du jeu risque, ça. Ouais, c'est ça. Tu lui donnes un petit coup de peinture et tu le remets dans sa boîte? Ok. Car en ce moment, Steve et ses équipes ont une mission, faire subir un grand lifting à tous leurs vieux jeux. Et le premier à être passé sur la table d'opération, c'est leur doyen, le Monopoly, qui trône à l'entrée du showroom. Le Monopoly, c'est votre best-seller? Oui, c'est un de nos plus gros jeux. Hein.
On a beaucoup travaillé dessus ces dernières années. Là, notamment, c'est une version avec une carte de crédit. Ici, la version sans billet. Et là, un plateau rond, futuriste. Mais l'opération dont Steve est le plus fier, c'est celle qui lui a coûté le moins d'argent. Ça, c'est le Monopoly de base. Ça ressemble à une réplique parfaite du Monopoly d'origine, les mêmes cartes, les mêmes hôtels, mais il y a un petit détail qui a donné un coup de fouet au vieux jeu. Ça, c'est le dé de rapidité. Un dé supplémentaire qui permet de progresser beaucoup plus rapidement dans le jeu, grâce notamment à ce petit bonhomme, un joker. Désormais, fini les parties interminables. En 45 minutes chrono, vous pouvez ruiner vos adversaires et ça fait vendre. Et grâce à cette invention, vous avez vendu beaucoup plus de Monopoly? Oui, ça a incité les gens qui avaient déjà un Monopoly chez eux à acheter cette nouvelle version avec le dé de rapidité. Juste pour ce dé? Oui, juste pour ça. Faire du jeune avec du vieux, c'est grâce à cette recette miracle que la multinationale continue de régner sur le marché. De chez eux sort un jeu sur 3 vendu dans le monde. Si les géants du secteur recyclent leurs meilleurs jeux, c'est qu'un bon concept, c'est difficile à trouver. Mais vous allez le voir, c'est aussi difficile à protéger. Et dans la course à la bonne idée que se livrent les créateurs de jeux, certains vont même jusqu'à s'accuser de plagiat. Surtout quand il y a beaucoup d'argent à la clé. Le jour est à peine levé sur la ville de Cannes, mais il y en a un qui est déjà d'attaque. Christophe Portela, un jeune auteur de jeux de société. En ce moment, il cherche par tous les moyens à garder son calme, mais ce n'est pas une séance de tai chi qui lui suffira. Car à l'intérieur, Christophe est bouillant. Depuis un an, il en est persuadé. Un autre auteur lui aurait volé une de ses idées et fait fortune avec. Il faut dire qu'à 37 ans, le jeune homme n'a pas un sou en poche. Ces dernières années, Christophe les a passées dans ce petit studio. Ça va ? Bonjour. Des jours à plancher sur des idées de jeux et il a tout gardé dans ses tiroirs. Il y en a aussi plein les tiroirs. Plein les tiroirs, ici on a toute l'histoire de mes jeux en fait depuis le début de la création de 2001. Et parmi tous ces projets, toutes les créations de mes jeux, voilà, comme Mathémagique. Il y en a un qui lui tient particulièrement à cœur. C'est un jeu qu'il a imaginé et fabriqué il y a déjà 9 ans. Donc le jeu, il est ici. Le jeu s'appelle Mathémagique. Son concept, permettre aux enfants d'apprendre les tables de multiplication en s'amusant. Par exemple, voici comment retenir que 3 x 8, ça fait 24. Prends le 24, qu'on comprenne bien. Donc ici, on a 24. Pour savoir à quoi correspond 24, on va regarder juste la couleur des chiffres. Donc ici, le 3 dans la table rouge et le 8 dans la table bleue. Donc ici, on sait que 24, bleu et rouge, ça correspond bien à la table de 3 rouge et à la table de 8 bleu. Associer des couleurs aux chiffres, cette idée, Christophe n'a jamais réussi à la vendre à un éditeur. C'est la table rouge. Mais il y a 1 an et demi, en allumant sa télé, il a soudain l'impression de voir son jeu dans les mains d'un autre. Il faut les retourner. On l'a dit sur la carte 28 par exemple, ou la carte 27 qui est ici. Il faut retrouver un 3 et un 9. Et pour les petits qui ne connaissent pas les tables, le 9 est bleu, le 3 est rouge, et l'association de couleurs fait qu'on ne peut jamais se tromper. Le jeu s'appelle Folix, et Christophe découvre alors que cet inventeur a eu la révélation en se promenant dans un salon du jouet, un salon où lui-même était présent avec son Mathémagique. D'où vous est venue cette idée? Je me suis retrouvé par hasard dans un salon de jeux à Cannes. J'ai vu des jeux, je voulais rapporter des souvenirs pour mes enfants. Je cherchais quelque chose que j'ai pas trouvé, alors je l'ai créé, tout simplement. Il est ici. Christophe a acheté le jeu de son concurrent. Voilà, c'est ce jeu-là, voilà, donc Folix. Et il a remarqué un autre élément, selon lui troublant. Le héros de Folix ressemblerait au personnage que Christophe a dessiné pour son jeu. Le bonhomme, qui a à peu près la même figurine, un personnage fin, avec les cheveux dressés sur la tête. Bon, là, on en a 3 ici, un peu plus. Donc, il y a une petite similitude entre ces deux personnages. Pour Christophe, il y aurait contrefaçon. Il a donc décidé d'attaquer le créateur de Folix devant les tribunaux. Et vous allez voir que la partie est loin d'être gagnée.
Ce jour-là, au parc des expositions de Marseille, c'est la fête des écoles. Les plus grands éditeurs de manuels scolaires sont là pour faire leur promo auprès des profs et des parents d'élèves. Et au milieu du salon, la grande vedette, c'est Alain Anaton, le père déclaré du fameux jeu Folix. Ouais. T'es sûr que c'est bon? Comment tu sais que c'est la bonne carte? La ville lui a offert gracieusement un stand pour faire découvrir son jeu aux enfants. Ouais. Et ça fait bien ses affaires. Ça vous plaît? Oui. Alors qui est-ce qui va demander à sa maman d'acheter le jeu? C'est plutôt une bonne opération, ça. Ouais, plutôt. Ils essayent le jeu, après ils veulent tous acheter, ils vont dire à leur mère ce soir. C'est une chance. C'est une bonne opération pour vous. On est plutôt content. Alain a le triomphe modeste. Il a pourtant vendu 100 000 boîtes de son jeu l'an dernier. De quoi susciter des jalousies. Alors les attaques de Christophe Portella ne le troublent pas plus que ça. Forcément, j'ai pu comparer les deux jeux. Alors je me suis dit que j'ai regardé son jeu, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à voir. Il a fait un jeu sur les multiplications. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des jeux sur les multiplications. Son jeu est bien plus ressemblant avec d'autres qu'avec le mien. Les deux jeux sont effectivement très différents. Le sien est un jeu de mémoire, l'autre un jeu de cartes. Alors contrefaçon ou pas contrefaçon, ce sera au tribunal de trancher. Et il y a fort à parier que ce sera pour les juges un véritable casse-tête.